Merci de nous rejoindre sur Ici Beyrouth. Nous sommes ensemble avec Tilia Hello et notre expert en cybersécurité, Khalil Sahnaoui, pour essayer de comprendre ce qui s'est passé cet après-midi au Liban. Pour la première fois dans l'histoire des guerres, simultanément, une cyberattaque, si on peut l'appeler comme ça, a fait simultanément près de 3000 blessés et une dizaine de morts. Il était 15h30. La majorité, l'écrasante majorité des victimes sont des membres du Hezbollah qui s'étaient équipés de pagers ou de beepers depuis quelque temps. Il s'agit vraisemblablement d'une attaque israélienne. Toute l'après-midi, dans les rues de Beyrouth, on pouvait voir les ambulances filer à toute allure pour venir secourir les blessés. Les hôpitaux sont débordés. Il y a des blessés même en Syrie. De très hautes personnalités ont été touchés par ces explosions simultanées. L'ambassadeur d'Iran a été blessé. Un enfant de Wafid Safa, le chef militaire du Hezbollah, a également été blessé. Le secrétaire général du Hezbollah est sain et sauf, semble-t-il. Le fils d'un député du Hezbollah, Ali Ammar, le fils de Ali Ammar, est décédé. Alors, Khalil Sahnaoui, vous êtes donc, je l'ai dit, expert en cybersécurité. Tout à l'heure, je discutais avec un responsable sécuritaire occidental qui me dit que selon les vidéos qu'il voit, il pourrait y avoir des explosifs. Alors, on ne sait plus, c'est une cyberattaque, ce sont des explosifs, ce sont des bugs envoyés par message. Qu'est-ce que, selon vous, peut s'être passé? Bonsoir Marc, bonsoir Tilia. Bonsoir. Alors, je ne sais pas déjà si vraiment on peut l'appeler une cyberattaque, Oui. parce que vraiment c'est une attaque sur un équipement. Un pager, donc un pager qui sont des équipements qui datent des années 70, 80, qui étaient utilisés avant même qu'on ait des téléphones cellulaires. D'ailleurs, pourquoi ils utilisent ça, le Hezbollah? Alors, bon, je vais y venir. Mais donc une cyberattaque, ce serait vraiment quelque chose à travers le monde cyber, donc le monde informatique, l'Internet, le réseau. Donc ce sont des appareils qui opèrent sur des fréquences radio, qui ne sont pas vraiment... Je ne suis pas sûr qu'on puisse l'appeler une cyberattaque. C'est sûr que c'était une attaque. Alors, à votre question, pourquoi est-ce qu'ils les utilisaient? Je pense que c'est de bonne guerre dans quand on veut essayer, quand on est en guerre et qu'on veut essayer d'utiliser des méthodes de communication sans se faire des méthodes de communication sans se faire écouter par son adversaire, son ennemi. Ou repérer. Ils ont choisi d'utiliser, donc justement, de rétrograder la technologie parce qu'effectivement, aujourd'hui, les technologies avancées sont facilement espionnables. Donc, par contre, en rétrogradant sur une technologie ancienne qui ne possède pas qui n'envoie pas de signaux GPS, qui n'envoie pas... Enfin, vraiment, c'est une bonne méthode pour essayer de communiquer. C'est comme un peu si on utiliserait, par exemple, des pigeons voyageurs. Je veux dire, donc, enfin, voilà, aujourd'hui, à l'ère de l'Internet, des téléphones cellulaires, des lignes satellites, etc., tout d'un coup, moi, j'utilise un pigeon voyageur. C'est une bonne méthode pour communiquer. Sauf quand l'adversaire la prend, et donc, à ce moment-là, il y a un revers de médaille. C'est qu'effectivement, ces méthodes anciennes, donc, peut protéger. Apparemment, ça n'a pas marché, puisque je le rappelle pour ceux qui viennent de nous rejoindre, instantanément, plusieurs milliers de beepers ont explosé. Il y a 3000 blessés, 10 morts. Non, alors effectivement, ça a dû marcher pendant une période. C'est comme, pour revenir à l'exemple des pigeons, si au bout d'un moment, on apprend que finalement, mon adversaire utilise des pigeons voyageurs, je vais tirer tous les pigeons, je vais envoyer un virus un virus biologique qui va rendre les pigeons malades. Enfin, donc, une fois que je suis au courant de la méthode de communication. Alors, qu'est-ce qui s'est passé selon vous? Il y a plusieurs hypothèses, j'imagine. Moi, avec le peu d'informations qu'on a, évidemment, et ce qu'on a vu sur les réseaux, etc., il y a deux hypothèses qui me viennent, deux hypothèses possibles. La première est que, alors apparemment, ce qui est sûr, c'est que c'est un même lot de pagers. Tous les pagers qui ont explosé appartenaient à un même lot de pagers qui avaient été reçus ensemble. Qui vient... détail très important, manifestement d'Iran, ce qui n'est pas, manifestement, je n'ai pas de confirmation à ce stage-là. Maintenant, pour attaquer ces pagers, alors on dit que ce sont les batteries qui ont explosé. Effectivement, il est possible, une fois qu'on connaît la marque et le modèle d'un appareil, il est possible de créer un message qui va forcer cet appareil à surchauffer. Et donc, en fait, c'est comme
vous savez, souvent, on avait eu, il y a quelques années, il y avait eu ce problème de message sur les iPhones qui causait les iPhones à cracher une fois qu'ils recevaient ce message, etc. Parce que ça, c'est des défauts dans le software de l'appareil qui fait qu'au lieu de lire un message en tant que texte, il l'interprète en tant que commande à exécuter. Et donc, si ce message est écrit d'une certaine façon, c'est beaucoup plus facile sur un pager que sur un mobile. Donc ça, c'est la partie, on est sûr, c'est-à-dire c'est un message. On est sûr qu'il y a un message qui est venu. Voilà. Maintenant, et que ce message a causé les appareils à surchauffer et donc les batteries lithium à exploser. Maintenant, il y a deux options de nouveau parce que pardon de vous couper. Que les batteries aient surchauffé, c'est une certitude parce qu'il y a des gens, on le voit sur certaines images, qui sentent le beeper surchauffé. Oui, il y a eu des rapports de gens qui ont senti une surchauffe, qui l'ont jeté et puis qu'il a explosé. Maintenant, et là, de nouveau, on a deux options, ce qui sont effectivement, alors, les Israéliens ont pu trouver une vulnérabilité dans ce modèle de pager, tout comme on cherche des vulnérabilités dans des ordinateurs ou dans des téléphones portables pour les attaquer. Ce qui est plus facile, évidemment, sur un modèle de pager, parce que personne ne sécurise vraiment un pager. Déjà, c'est une technologie qui n'est plus utilisée. Et il n'y a jamais eu, dans le monde, dans l'historique de l'utilisation de pager, des informations sensibles à garder sur un pager. Donc, personne ne s'est vraiment fatigué à créer des méthodes. Pas crypté, voilà, les communications, en tout cas, ne sont pas cryptées, etc. Donc, ils ont très bien pu trouver ou bien une vulnérabilité à exploiter une fois qu'ils ont su que la majorité des membres du Hizb utilisaient cette marque-là et ce modèle-là, parce que chaque vulnérabilité est souvent relative à un modèle bien précis. Une vulnérabilité à exploiter, qu'ils ont exploité en envoyant un message sur la fréquence utilisée par ces pagers, qui a causé le téléphone, après on ne va pas rentrer dans les détails techniques, mais à surchauffer et à rendre les batteries et à faire exploser les batteries. Ou bien alors il y a eu une interception en amont de ce lot de pagers qui venaient, qui ont été trafiqués pour induire une vulnérabilité qui répondrait à ce message bien précis le moment venu. Avec, par exemple, un rajout d'explosifs. Alors ça c'est une deuxième chose qui, de nouveau, on ne sait pas. Vous me disiez tout à l'heure, en préparant ce point, que si on va sur Internet et qu'on tape batterie lithium... Alors voilà, je ne suis pas un expert en explosifs et en batterie. Par contre, effectivement, on a vu sur les réseaux sociaux des vidéos qui ont été prises de l'explosion des pagers et on a surtout vu aussi des vidéos des blessures infligées par ces explosions. Et je suis rentré sur Internet et j'ai fait une petite recherche parce que vu que ce n'est pas nouveau, le concept de batterie lithium qui explose, on a interdit une certaine catégorie de téléphones à un moment donné. Il y a une certaine catégorie d'appareils qu'on ne laisse pas voler dans les avions à cause de la présence de batterie lithium. Donc en rentrant sur Internet, n'importe qui nous regarde peut le faire et chercher explosion batterie lithium, ils vont voir comment explose une batterie lithium. En général, elle prend feu, c'est un feu assez dense, assez rapide, puis parfois suivi d'une explosion, parfois non, ça dépend de la taille de la batterie. Là, on parle de pagers, donc ce sont quand même des batteries très petites. Et quand on voit les vidéos, on voit de ce qui s'est passé, les vidéos qui ont été prises par différentes caméras de surveillance, etc., des explosions. Moi, j'ai senti que ça ne ressemblait pas du tout. Ce n'était pas du tout le même genre d'explosion. Et ce n'était même pas du tout le genre de blessure qui était... enfin, des choses vraiment, on est très triste par rapport à tous les gens qui ont été blessés. Et on voit surtout que ce sont des blessures qui sont plus graves qu'un départ de brûlure, parce que les batteries lithium en explosion vont commencer par prendre feu. C'est un feu qui va, un peu comme un feu de Bengale, qui va commencer à brûler vif, et puis après, éventuellement exploser. Mais en général, là, on s'est vite débarrassé de l'appareil. Donc, je pense, et sur certaines vidéos, on voit des explosions. Donc, moi, je pense... Ça peut être une combinaison des deux hypothèses. Alors, il y a une thèse où effectivement ils auraient pu intercepter ce lot, mais alors évidemment, et rajouter de l'explosif. Alors, je pense qu'il serait vraiment complexe de rajouter de l'explosif dans chacun des appareils. Une idée comme ça, qui serait beaucoup plus simple, serait tout simplement de switcher la batterie. C'est-à-dire, au lieu d'une batterie à 100% lithium, on met une batterie, par exemple, qui serait à 50% ou à 75% lithium et qui aurait 25 ou 50 de matière explosive. Et à un moment bien précis, on envoie un message
Parce que la certitude qu'on a eue, on a deux certitudes. C'est qu'un message a été reçu et qu'il y a eu une chauffe de la batterie. Donc on envoie un message qui fait surchauffer la batterie. Ce surchauffement déclenche l'explosif. Donc de toutes les manières, aussi une cyberattaque, puisque c'est une attaque. C'est une attaque. Mais ce n'est pas vraiment une cyberattaque, une attaque qui aurait pu être faite dans les années 60. C'est une attaque de part sur une ancienne technologie qui existait bien avant l'Internet, etc. Donc je ne suis pas sûr, c'est une attaque, c'est sûr, je ne suis pas sûr qu'on peut la qualifier de cyberattaque. C'est la première fois dans l'histoire qu'une pareille attaque se produit. Ça, c'est sur un pager. Même simultanément comme ça, avec un message. 3000 personnes soient blessées. Oui, enfin au niveau, bien sûr, au niveau des blessures, etc. C'est sûr, mais stupéfiant. On a eu beaucoup d'attaques il y a eu beaucoup d'attaques dans le monde cyber, donc justement qui ont été faites à base de messages et à base de tout ça, ça a beaucoup connu. Évidemment, on n'a jamais eu ce bilan humain qui est quand même très lourd, très très lourd. Et Tilia, de toutes les manières, que le Hezbollah ait utilisé les beepers ou pagers, appelons-les comme on veut, pour se couvrir ou pas, ça veut dire qu'il y a une faille énorme dans le renseignement sécuritaire. Oui. Et d'ailleurs, on a pu le voir avec l'assassinat de Saleh Al-Arouri en janvier, puis de Fouad Chaker, puis du neveu de Fouad Chaker, parce que décidément, le Hezb est soit infiltré, soit... je ne sais pas, il y a des failles énormes au niveau de la sécurité et je suis sûre que ce ne sera pas la dernière fois que le Hezb sera... Sans parler de toutes les attaques ciblées qui ont lieu tous les jours sur des motos, sur des cadres et sur voitures, des combattants, des militants au sud, dans la Beka, etc. Donc ça a l'air qu'Israël est super bien informé sur les environs et les... Et de toutes les manières, ceux qui sont équipés de ce genre de petits appareils dont on n'entendait plus parler depuis des décennies, ce sont surtout les cadres du Hezbollah, ce qui aggrave l'événement. Non, on a vu qu'il y avait des cadres, mais il y avait aussi de simples militants. Et donc, en fait, ce qui nous rappelle le fameux discours du secrétaire général du Hezbollah, Hassan Nasrallah, quand il leur disait « S'il vous plaît, n'utilisez plus vos téléphones portables parce qu'on peut vous tracer en utilisant les services de location, etc., de localisation, pardon, de vos téléphones. » Donc, en fait, ça explique peut-être justement pourquoi ils utilisaient ces beepers, justement. Alors, il y a beaucoup de cadres qui ont été blessés. Oui. Il y a des il y a les deux fils de Fawwafi Safa, il y a le fils de Hassan Fadlallah. Et il y a l'ambassadeur d'Iran. Ça veut dire que, quand même, parmi ceux qui discutaient avec cet appareil, il y avait des gens influents. Donc aujourd'hui, on se retrouve avec 3000 blessés. Le réseau est énorme. C'est énorme. Que peut faire le Hezbollah? En fait, c'est une armée sans officier maintenant. Il y a 3000 miliciens ou membres du Hezbollah qui ne sont plus en état de combattre. C'est ça. Et donc, ils sont soit, on a su, d'après nos reporters qui étaient sur le terrain, qui étaient entre autres à l'EUH, qui disaient qu'en fait, les blessures, c'était surtout au niveau des yeux, au niveau des mains. Donc, et qu'elles étaient très graves. Donc, ce sont des gens qui ne pourront plus combattre, évidemment. Alors, le Hezbollah a ouvert une enquête. Bon, on verra ce que l'enquête donnera. Mais ils ont promis de riposter. Ils le font toujours. Ils le disent toujours. Oui. Mais comment peuvent-ils riposter? Qu'est-ce qu'ils peuvent faire? C'est-à-dire que, est-ce qu'on va vers la guerre? Parce que si le Hezbollah riposte à la mesure de la gifle, avec un bilan humain très lourd qu'il vient de recevoir, c'est la guerre. Oui. Il faut aussi noter que Amos Hochstein était en Israël hier. Et donc, normalement... cette visite aurait dû peut-être un peu calmer les tensions. Évidemment, ça n'a pas été le cas. Donc, on attend le discours de Hassan Nasrallah, qui normalement devrait se prononcer demain. Normalement, je crois qu'il va devoir vraiment essayer de calmer sa communauté, parce que face à comme vous avez dit, une gifle pareille,
je ne crois pas qu'il y a d'autre moyen que de se diriger vers la guerre, malheureusement. Quand on lance une opération comme celle-là, à un moment donné, il y a une raison pour ce timing. Oui. Alors, je ne sais pas si c'est parce que, alors, ça a 2 semaines de l'anniversaire, entre guillemets, du 7 octobre. Il y a aussi quelques jours après que Netanyahou ait dit qu'il voulait élargir le front avec le Liban. Donc, je ne sais pas si c'était une des façons de commencer l'attaque, que ce soit une différente façon d'agresser le Hezbollah. Donc, en tout cas, il est possible que la tension augmente beaucoup, tout d'un coup. Elle a déjà augmenté, Oui. elle était palpable aujourd'hui. Et il y a le gouvernement israélien qui est réuni en ce moment au ministère de la Défense. Oui. Ils ont réouvert les abris dans tout le centre d'Israël. Oui. Donc ils s'attendent quand même à une riposte assez importante du Hezbollah, Sûrement. après laquelle viendra une autre riposte aussi importante d'Israël. Et donc on peut penser que les choses ne vont pas aller en s'améliorant. Non, ça n'a pas l'air. Sauf si, en fin de compte, le Hezbollah n'a plus les moyens de faire une guerre et qu'on s'achemine peut-être vers une solution diplomatique. Peut-être. Après, il faudra voir. Mais en tout cas, maintenant que aussi l'ambassadeur iranien a été touché et il y a eu aussi plus de 14 blessés en Syrie. Donc, on voit évidemment que c'est vraiment une attaque qui était très très lourde et qui était une gifle énorme. Et je pense que ça ne va sûrement pas aider dans les négociations. Ce qui vient de se passer aujourd'hui. Il n'y a plus que les Américains qui essaient de sauver les négociations. Oui. Ils l'ont dit ce soir. Et d'ailleurs, les Américains qui nient avoir participé et même avoir été au courant. Oui. C'est dans leur intérêt de dire ça. Oui, bien sûr. Et c'est possible qu'il n'ait pas été au courant. C'est possible. Parce que Amos Hochstein ne serait peut-être pas venu hier en Israël s'il savait que le lendemain... D'ailleurs, il n'est pas venu au Liban. Non, il n'est pas passé par le Liban. Ça veut dire que les discussions qu'il a eues avec les dirigeants israéliens n'ont pas été forcément couronnées d'un succès énorme. Oui, ça m'en a tout l'air. Merci Tilia. Khalil Sahnaoui, donc on résume. 2 hypothèses. Soit l'explosion incroyable de ces beepers simultanément, 3000, 4000, 5000 beepers, on ne sait plus combien il y en a eu. Il y en a eu en Syrie, il y en a eu partout. Cette explosion de beepers est due soit à un message envoyé comme une sorte de bug sur des batteries pour leur dire chauffez et explosez, ne refroidissez en tout cas pas, vous, batteries. Soit un message envoyé à des batteries qui auraient été manipulées auparavant, lors de leur transfert peut-être entre l'Iran et le Liban, où on aurait rajouté des explosifs, du C4 alors, par exemple. Ce dont on est sûr, c'est qu'il y a eu un message, donc qui a dû activer quelque chose. Et ce dont on est sûr, c'est qu'il y a eu une surchauffe de la batterie. Alors, les seuls inconnus pour l'instant, et de nouveau, il faudrait encore peut-être réussir à ou bien trouver un de ces pagers qui serait encore dans la boîte, comment dire, peut-être pour essayer de voir s'il y avait de l'explosif ou pas. Mais ce qui est sûr, c'est que donc le message et la surchauffe. Pour l'explosif, quand on voit les images, on se dit que ce n'est quand même pas consistant avec une prise de feu ou une explosion d'une petite batterie lithium de pager. On se dit, on voit les explosions, il y a certaines images où on voit une explosion avant même une prise de flamme, alors que dans tous les cas, une batterie lithium avant d'exploser fait comme, de nouveau, comme je dis, quand un genre de feu de Bengale, il y a une partie de feu qui commence à sortir, un feu très, très chaud et très rapide avant d'exploser. Il y a certaines images où on ne voit pas ça. Et de nouveau, il y a des images très dures, des blessures qui montrent des blessures qui sont vraiment relatives à une explosion assez violente. D'ailleurs, exactement. En train de choisir des légumes, et on voit ni feu, ni rien du tout. On voit juste. Et donc, ce sont une des images dont je parle. On en a vu d'autres, mais donc ce sont une des images, et on ne va pas passer les images horribles des blessures, mais qui ne sont pas nécessairement consistantes avec juste la prise de feu. Et l'explosion d'une batterie lithium. Les quelques explosions, j'ai pu aller voir un peu avant ce live sur Internet, d'explosions de batteries lithium, les seules quelques-unes qui causaient des explosions étaient quand même des grosses batteries de taille. Là, c'est l'image, je ne sais pas si on la voit bien derrière vous. L'image du marché.
Donc j'ai vu des batteries quand même d'une taille assez conséquente. Quand même, pour causer une explosion. Ce qui n'est pas le cas d'un pager ce qui n'est pas le cas qui a une taille... déjà, le pager en lui-même a cette taille-là. Donc, il paraît vraiment, il paraît vraiment improbable que ce soit juste la batterie lithium. Mais ça se fabrique encore, les pagers? Ça se fabrique encore. Il y a surtout, les quelques personnes qui utilisent sont surtout les médecins, je crois, dans les permanences, dans les hôpitaux. D'ailleurs, certains appels ont été lancés en demandant à tous les gens qui utilisaient un pager de l'éteindre, de le mettre de côté. Bon, je pense... Là, on rentre dans une espèce de panique. C'est vrai que c'est toujours bien de le faire, mais je pense que... Alors, si on est sur le scénario où c'était des pagers qui avaient été trafiqués en amont, il n'y a aucun risque. Et si on part sur le fait que c'était des pagers qui étaient visés, qui ont cette vulnérabilité, en tout cas, je dirais l'attaque est passée. Il n'y a plus vraiment de risque aujourd'hui. Et en tout cas, les fréquences n'ont pas été visées parce que sinon, on aurait eu des nouvelles d'explosions de pagers dans des hôpitaux chez les médecins, chose qu'on n'a pas eu. Donc, c'était vraiment ciblé à ces pagers ou bien à ces fréquences de communication. Et s'il se confirme que cette cargaison de pagers a été fabriquée en Iran et vient d'Iran, les services iraniens, l'Iran devra aussi regarder et enquêter chez elle. Alors, l'Iran devra regarder et enquêter chez elle, et surtout le circuit, à mon avis, le circuit d'acheminement. Donc le circuit d'acheminement, à partir du moment où ils ont quitté l'usine de fabrication et le moment où ils sont arrivés ici, il y a un circuit, une custody chain, une chaîne de caution, voilà. Et donc il faut voir quelles sont les différentes étapes et où est-ce qu'ils auraient pu être trafiqués, tout en partant d'un principe qu'effectivement, il y a une possibilité que si jamais ça aurait été juste les batteries qui auraient été trafiquées, peut-être que ces batteries ont été livrées à cette usine de fabrication en Iran et que c'est ces batteries qui avaient été... Mais alors à ce moment-là, est-ce qu'ils avaient vraiment les informations nécessaires pour livrer juste le nombre de batteries qui allaient être utilisées spécialement pour ce lot? Après, c'est vraiment plus complexe. Mais en tout cas, il y a une chaîne d'incompétences ou de failles qui devront voir entre eux, entre le moment où on fabrique ces appareils, on les livre, on les transporte, on les distribue, et il n'y a pas eu de contrôle. Si cette hypothèse... Il y a peut-être eu un contrôle, mais de nouveau, c'est très difficile de contrôler une batterie. Donc en fait, même si jamais on défait un appareil et que la batterie elle est fermée, elle est hermétiquement fermée. Donc si les batteries ont été trafiquées en amont, si jamais il y a eu des explosifs, je pense qu'il est plus simple de switcher une batterie que de mettre un explosif lui-même et de relier avec des fils, etc. à l'intérieur de pager. Donc si ces batteries ont été trafiquées en amont, même en ouvrant un pager pour inspectant, je ne vais pas vraiment savoir qu'il y a quelque chose de néfaste à l'intérieur de cette batterie. Vous seriez une organisation armée, peut-être que vous passeriez ça à un détecteur sûrement, mais après des pagers, enfin voilà, c'est vraiment les scénarios, toujours ceux qui arrivent, même dans les cas de cyberattaque, les attaquants ont toujours l'avantage sur les gens qui se défendent parce que c'est difficile de se défendre d'une attaque quand on ne sait pas de quel côté elle va venir. Donc c'est pour ça que les vulnérabilités informatiques, les attaquants ont toujours l'avantage. Alors ce qui est sûr, c'est que sur les pagers ou bien sur les batteries et sur ce genre d'attaque-là, on ne les y reprendra plus 2 fois, mais c'est toujours la première qui fait mal. Et c'est la première dont on n'a jamais pu imaginer d'où elle aurait pu venir, qui blesse. En tout cas, dans ce cas-là. En tout cas, merci Tilia et merci Khalil Sahnaoui. Et en tout cas, je rappelle quand même que pour la première fois dans l'histoire des conflits humains, une attaque aussi massive a lieu. Elle a consisté en une explosion simultanée de plusieurs milliers de beepers ou de pagers, comme on veut, qui équipaient des membres du Hezbollah. Il y a près de 3000 blessés, une dizaine de morts, et des blessés et des victimes parmi de très hautes personnalités, dont l'ambassadeur d'Iran, par exemple. Les écoles et les universités seront fermées demain au Liban. Les hôpitaux sont débordés. D'ailleurs, de très nombreuses opérations prévues ont été annulées, reportées pour pouvoir accueillir les blessés. Et maintenant, tout le monde se pose la question de savoir comment le Hezbollah va riposter et si on est dans un nouvel engrenage qui va mener vers une grande guerre dont, malheureusement, comme toujours, le Liban sera la principale victime. Restez sur Ici Beyrouth et This is Beyrouth dans un instant, où vous avez toute l'actualité concernant cet événement majeur. Vous pourrez la suivre. Merci.